Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. En Suisse, les scandales financiers se suivent et se ressemblent. Les affaires Swissair, ABB ou encore Rentenanstalt ont révélé les pratiques de certains managers sans scrupules, ces hommes sans honneur, comme les appelle Pascal Couchepin, qui se sont enrichis et ont aimant. Le libéral genevois Charles Poncet parle même d'un capitalisme mafieux en Suisse. Et les politiciens ne sont pas épargnés, les parlementaires fédéraux notamment, qui siègent dans des conseils d'administration et qui n'ont pas pu éviter que certains managers s'enrichissent, sont aussi éclaboussés par ces scandales. Le conseiller national Gerold Bührer a par exemple dû abandonner la présidence du Parti radical en raison de son siège d'administrateur à la Rentenanstalt. Mais ces liaisons entre politique et économie sont-elles véritablement dangereuses? Les parlementaires doivent-ils abandonner tout leur mandat d'administrateur pour se mettre à l'abri de ces scandales économiques? Ou bien faut-il plutôt revoir le fonctionnement de nos conseils d'administration? C'est de tout cela dont nous allons débattre ce matin avec bien sûr des invités nombreux que je vous présente. Hans-Rudolf Merz, bonjour, vous êtes conseiller aux États pensélois radical et candidat bien sûr à la succession de Gerold Bührer. Monsieur Beat Kapler, économiste, éditorialiste, on vous lit notamment régulièrement dans le temps. Et puis Patrice Muni, coprésident des Verts Suisses et conseiller national genevois, ainsi que Pierre-Yves Maillard, secrétaire régional de la FTMH et conseiller national socialiste. Dans notre public aussi, nous avons des participations actives. Monsieur Olivier Terretta, notamment, et Madame Adamara prendront la parole. Et comme d'habitude, comme presque tous les dimanches, bien sûr, votre avis nous intéresse, n'est-ce pas Catherine Sommer ? Oui, bien sûr. Toute l'équipe de téléphonistes de Droit de Cité est à votre écoute. Alors, si vous avez des remarques sur le sujet, si vous avez des questions précises, par exemple, à nos invités, n'hésitez pas à nous appeler 022 320 64 11 ou encore à notre adresse email. Nous avons déjà reçu quelques messages ce matin, ddc@tsr.ch, et nous répercuterons vos remarques, vos questions à nos invités. Merci Catherine. Alors Hans-Rudolf Merz, je m'adresse tout de suite à vous. D'abord merci, c'est la première fois que vous participez à une émission de télévision en français. Merci de le faire pour Droit de Cité. Alors finalement, j'ai une question très simple. Monsieur Merz, vous avez déclaré être candidat à la succession de Gerold Bührer. Vous avez beaucoup été critiqué. On a critiqué vos liens très étroits avec l'économie, vos 8 conseils d'administration. Est-ce que vous êtes toujours candidat? J'ai eu maintenant 2 semaines turbulentes et je suis toujours au milieu de ce processus de décision que je vais prendre ce soir ou demain. Je dois dire que c'est moi-même qui a exigé du parti d'ouvrir le champ des candidatures et de rayonner les personnes qui sont en question. Et ce qui s'est passé pendant des 2 semaines, c'était justement ce rayonnement. Mais Monsieur Merz, quand même, on a vu avec l'affaire de la Rentenanstalt, le scandale de la Rentenanstalt, on a vu 6 directeurs de la Rentenanstalt empocher personnellement 11,5 millions de francs. Le conseil d'administration n'a rien pu faire. Gerold Bührer a dû abandonner la présidence du Parti radical. Est-ce que vous ne pensez pas que ça commence à devenir dangereux de siéger dans certains conseils d'administration? Ça pourrait être le cas, mais quand même, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé dans Rentenanstalt. Je condamne ça officiellement. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui a très nuit la situation. Et on ne peut pas continuer comme ça. Alors je suis totalement d'accord avec tout ce qui a critiqué dans ce contexte. Mais je crois quand même avertir. Il ne faut pas maintenant détruire tout le système. Ça vaut la peine d'en discuter un peu plus dans les détails. Et je crois qu'on est sur le point maintenant de commettre des fautes pour des cas qui vraiment qui sont surgis.
En ce qui concerne la position de M. Bührer, je crois que si quelqu'un découvre un problème et ne le résout pas ou qui ne contribue pas à la résolution d'un problème, je crois qu'il est parti du problème même. C'est pour ça que j'accepte cette décision de M. Bührer et je condamne ce qui s'est passé. Il a bien fait de démissionner. Oui, je crois qu'il s'est décidé à résoudre ce problème. D'accord. Et pour moi, c'est très important. Monsieur Mertz, vous dites quand même que ça pourrait être le cas. Certains conseils d'administration pourraient être dangereux. Monsieur Pierre-Yves Maillard, conflit d'intérêts quand on est parlementaire et qu'en même temps on défend des intérêts privés. Bon, je pense que ce dont on parle avec les scandales qui sont arrivés, effectivement, met enfin sur la table un certain nombre de choses et de conflits d'intérêts. Là-dessus, je suis tout à fait heureux qu'enfin on puisse débattre et sortir publiquement et que la presse aussi s'empare de ce débat. Nous sommes un certain nombre à avoir déjà posé un certain nombre de questions sur ce thème. Je pense que quand quelqu'un reçoit plusieurs centaines de milliers de francs pour siéger quelques fois par année dans un conseil d'administration et qu'il est conseiller national, d'ailleurs souvent l'octroi de ces mandats dépend du fait qu'on entre ou non dans le Parlement, eh bien je pense qu'on n'est pas libre. Et je suis absolument... Enfin, je pense qu'on peut avancer. Et contrairement à ce que dit M. Mertz, j'espère bien qu'on débouchera, pas seulement sur des déclarations indignées de M. Couchepin, et puis qu'une fois que le scandale sera retombé, on retombera exactement dans le même système, mais qu'on avancera vers un certain nombre de réformes qu'on pourra discuter aujourd'hui. Monsieur Kapler, conflit d'intérêts. Monsieur Maillard dit clairement qu'il y a conflit d'intérêts quand on est parlementaire et quand on est administrateur. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Moi, je conçois le Parlement comme le miroir des intérêts, de tous les intérêts dans le pays. Et tant que ces intérêts sont déclarés ouvertement, ils doivent l'être, je ne vois aucun inconvénient. Les cas qu'on nomme maintenant nous relèvent deux types différents de politiciens, économistes ou conseillers d'administration. Il y a d'une part il y a des parlementaires qui ont été actifs dans l'économie et qui sont devenus parlementaires. C'est par exemple le cas de M. Mertz. Et il y a des politiciens qui, usant de leur mandat politique pour entrer dans les conseils d'administration, et c'était le cas de pratiquement tous les conseillers d'administration de la Rentenanstalt qui étaient venus de la politique et qui avaient en quelque sorte monnayé leur mandat. Donc il y a deux types de mandataires en quelque sorte. Et je pense la délicatesse réside peut-être aussi dans cette distinction. Monsieur Munine, réaction? Non, oui, parce que évidemment que les gens ne sont pas désincarnés. Ils viennent d'un milieu ou d'un autre et ils représentent, j'imagine, à un moment donné, cette sensibilité particulière. Mais quand une personne gagne 20 000 francs, pour prendre un exemple parmi d'autres, pour participer à un conseil d'administration pour une journée de travail et qu'il reçoit 400 francs pour une même journée de travail au Conseil national, je vous demande juste qui est le patron. Et qu'est-ce qu'il risque de perdre? D'ailleurs, l'intérêt, c'est que M. Bührer n'a pas quitté son poste à la Rentenanstalt, il a quitté la présidence du Parti radical. Et M. Mertz se pose la question, est-ce que je vais accepter ou non la présidence? Mais il ne se pose pas la question de quitter, disons, ces sièges aussi rentables. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça mériterait au moins, on discutera après de la légitimité de ces postes, mais au moins la transparence. Or, la droite, la majorité de ce Parlement n'a jamais accepté, pour le moment, non seulement la transparence sur l'ensemble des conseils d'administration, il y en a qui en ont plus de 20 et qui n'en déclarent qu'un seul. Donc l'ensemble des conseils d'administration, mais surtout ce que ça rapporte. Quand les citoyens se rendront compte que pour une journée, M. Muller, qui a donné les 2 milliards avec 5 autres personnes. Erich Müller, conseiller national radical, président de la délégation des finances, soit 6, ils ont décidé d'octroyer les 2 milliards à Swissair. M. Müller est au conseil d'administration du Crédit Suisse, il touche 120 à 140 000 francs par année pour 3, pas du tout, pour 3 à 4 séances par année. C'est l'envie pure. Mais non, alors, si à un moment donné, le fait de critiquer, c'est de l'envie. Non, je peux vous donner mon salaire et vous dire que je suis très content de mon niveau de vie actuel, il est tout à fait correct. Bravo. Mais je touche mon salaire en travaillant. Alors, Monsieur Kapler, parce que quand je préparais cette émission, vous m'avez dit le scandale de la Rentenanstalt, de la LTS, c'est pas grave. Non, le problème, m'avez-vous dit, c'est qu'on en vit quand même ces gains faramineux. C'est incroyable, ça, non?
Le problème, c'est pas que les gens sont devenus riches. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé la Rentenanstalt pour devenir riches. Ouais. Qu'il n'y a pas eu la séparation entre leur mandat à la Rentenanstalt et leur intérêt privé. Ils ont en quelque sorte pas fait la démarcation. C'est ça le problème. Mais je crois qu'il faut vraiment se garder de tomber dans l'envie. Si des sociétés privées qui devraient être, là on reviendra, devraient être contrôlées par le propriétaire, à savoir les actionnaires, accordent des émoluments un peu plus importants qu'on est en politique, ce n'est pas une question pour s'émouvoir. Donc, moi, je pense qu'il y a là un truc qui falsifie le débat. C'est fondamentalement choquant, c'est-à-dire que l'employé d'ABB qui voit le dirigeant partir avec 200 millions et lui être licencié, il est juste envieux. Voyez, il n'y a pas de problème de morale que monsieur touche 200 millions et l'autre se trouve avec le prétention chômage. de l'égalité totale dans la société est la théorie de société la plus Je plate. ne défends pas l'égalité, mais en 220 millions et 3 000 francs, il y a plus qu'une inégalité, monsieur Capeller. Il y a un scandale. Maintenant, la discussion est déjà au milieu des salaires, ce qui est prématuré. Tout à fait. Je voudrais revenir Alors, à répondez ce que... précisément, justement, Je voudrais sur commencer... M. Erich Müller, par exemple. Je voudrais commencer au début. Mesdames et messieurs, nous sommes, nous trois, élus par le peuple dans le cadre d'un système démocratique, n'est-ce pas? Et dans 50 ans, comme dans le mien, vous ne pouvez rien cacher. Alors tout le monde a su que je suis membre de certains conseils d'administration, tout le monde connaît mes intérêts, et puis tout le monde est d'accord que nous sommes dans le Parlement justement pour défendre les intérêts. Vous êtes un vert, vous défendez les intérêts des verts, vous êtes un syndicaliste, vous défendez les intérêts des syndicats. Il y a des agriculteurs, il y a l'industrie laitière, il y a les transporteurs, il y a tout cela. Et je crois... Là, ce n'est pas le risque. Il n'y a pas de risque. Pour moi, c'est même une chance, c'est un défi. Et je crois que c'est formidable que nous puissions nous réunir autour d'une table, discuter, résoudre des problèmes ensemble, tout défendant leurs intérêts, vous, les autres, moi, les miennes. Ce qui est dangereux, mesdames et messieurs, c'est l'abus. C'est l'abus des intérêts. Et je crois que ce qui compte tout d'abord, c'est le caractère d'une personnalité. N'est-ce pas? Le caractère d'une personnalité, c'est très important quand on est dans des organes, soit un conseil d'administration, soit une organisation professionnelle, soit n'importe où. J'aimerais bien entendre M. Maillard, justement. Est-ce que vous... C'est vrai ce que M. Merz dit. Vous êtes socialiste, mais vous êtes aussi syndicaliste. Vous défendez certains intérêts. Les gens qui ont élu M. Merz savent parfaitement qui ils élisaient, un homme de l'économie. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu deux poids, deux mesures? Être syndicaliste, c'est bien, mais être proche de l'économie, c'est mal. C'est pourtant l'économie qui crée des emplois. Il faut juste remettre un peu les choses en proportion. Je suis secrétaire régional, je dirige une équipe de 40 personnes pour 2 cantons de la FTMH, un certain nombre de boulots parce que justement beaucoup d'entreprises en ce moment licencient. Je gagne 5 700 francs net par mois mais ça, c'est un autre pour cette problème, activité. Monsieur Non, Maillard. mais je crois qu'il faut que les choses soient Là, transparentes. on parle d'intérêt et de Moi, j'ai pas conflit peur de d'intérêt. donner mon revenu. 5 700 francs net pour un emploi à 70% au syndicat qui me prend en gros entre 35 et 40 heures par semaine en plus de ce que je fais au Conseil national et puis en politique. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je pense qu'il faut distinguer un salarié qui fournit un travail, qui doit être tous les jours au bureau et sur le terrain, et puis quelqu'un qui fait 3-4 séances de conseil d'administration et qui se gagne des centaines de milliers de francs par année pour ça. C'est ça la distinction, la grande distinction. C'est ça toute la différence entre les 3/4 des parlementaires bourgeois du Conseil national et les quelques syndicalistes qui sont élus à ce Parlement. Première clarification. Deuxième clarification. Je pense que nous devons maintenant introduire de la transparence. Au minimum, M. Kapler l'a dit. Au moins, il reconnaît qu'il faut de la transparence. La droite du Parlement a refusé la publication des revenus. J'ai aucun problème d'afficher mes revenus, mais que tous les parlementaires affichent leurs revenus. Quand on verra la disproportion entre leur mandat qui leur rapporte des centaines de milliers de francs, voire des millions, et puis leur petit jeton de présence du Conseil national, vous savez, il y a un adage qui dit « qui paye commande ». Eh bien, je pense que ceux qui payent très cher les parlementaires pour siéger dans leur conseil d'administration donnent des ordres, et que ça a des influences sur les votes. La meilleure preuve, c'est chaque fois qu'on discute d'un problème. Je vais conclure. Chaque fois qu'on discute d'un problème, par exemple, M. Gutzwiller, qui est monté au créneau pour bousiller un compromis fait en commission sur le génie génétique, est payé par les milieux pharmaceutiques et les milieux génétiques, qui ont un intérêt à la recherche génétique. C'est ça qui ne va pas. Et je propose une chose simple,
c'est qu'on accepte qu'on ait des salariés, un salarié d'une banque, un salarié d'une entreprise privée, d'une entreprise de construction, mais qu'on empêche les gens d'être dans des conseils d'administration parce qu'ils se font payer très cher pour les services qu'ils rendent dans le Parlement. Il y a quand même deux choses, n'est-ce pas? L'une, c'est les salaires dont on peut discuter. Je suis d'accord avec vous. L'autre, c'est la défense des intérêts. Vous êtes syndicaliste et vous allez organiser des grèves. Et vous, les Verts, avec Greenpeace, vous violez partiellement les droits dans certains pays pour des intérêts justifiés, que je ne conteste pas du tout. Mais vous défendez vos intérêts. Nous défendons nos intérêts. Je crois que il y a quand même une erreur. C'est le plateau où il faut se réunir. Et le salaire, la question de salaire, c'est une question totalement différente. On en parlera sous l'aspect du marché, des personnalités qui sont disponibles à ça. Mais en ce qui concerne les intérêts, je crois que c'est un système admirable. Il faut vraiment répondre à ça parce qu'il y a... Il y a un mélange des genres. Vous parlez... Non, mais M. Merz, vous dites finalement, M. Muni, que vous défendez aussi des intérêts. Tout à fait, mais je ne reproche pas à M. Merz de défendre les milieux économiques. Je ne reproche pas à des gens de défendre les propriétaires et d'autres défendre les locataires. Ça, c'est la démocratie. Mais je dis simplement que plus de la moitié de ce Parlement n'est pas acheté par un secteur, il est acheté par des entreprises. Et à un moment donné, les gens sont liés à ces entreprises et savent que s'ils votent ça, ils ne perdent pas leur emploi ou quoi que ce soit, ils perdent réellement tout à coup 100, 200 ou 300 000 francs d'un coup. Et ces gens-là sont payés, sont achetés par des entreprises et dès qu'ils quittent le Conseil national, ce travail, ils ne l'ont plus. Ce n'est pas un travail, ils ne représentent pas un milieu, ils représentent des entreprises tout à fait particulières. Et si vous prenez le deuxième pilier, juste ça, vous remarquez que chacune des entreprises s'est acheté 3 ou 4 conseillers nationaux. Monsieur Muni, vous parliez même, vous, de la moitié des parlementaires qui sont corrompus. Monsieur Kapler. Qui sont achetés. Juste là, je pense en faire un procès d'intention. Un parlementaire qui défend le génétique, il est entré dans ces sociétés, il est entré dans ces associations parce qu'il est d'accord avec le procédé du génétique. Donc, et quelqu'un qui va dans l'économie, qui va dans un conseil d'administration, qui va dans une entreprise, il est d'accord avec ça et qu'il la défend ensuite et que la firme le paye, c'est tout à fait normal. Moi, je ne pense pas qu'on peut inverser comme ça un peu la motivation de ces parlementaires économistes en disant qu'ils ont été en quelque sorte achetés sur la place publique et puis retournés, on fait retourner la veste. Ils ont choisi leur camp et ensuite ils le défendent. Il n'y a rien de plus normal. Et donc on arrive à nouveau aux intérêts qui, dans le Parlement, doivent miroiter les intérêts. D'accord, Catherine, quel est le climat alors général des appels ce matin? Alors les témoignages au téléphone parlent d'une perte de confiance dans les banques, dans les assurances. Les gens demandent que faire de leur argent, mais également dans les politiciens qui sont carrément qualifiés de corrompus. Alors il y a, pour les téléspectateurs qui nous appellent, une incompatibilité entre la fonction publique et siéger dans un conseil d'administration, avec notamment cet email qui nous est arrivé à notre adresse ddc@tsr.ch, qui résume un petit peu le climat et qui dit « Les scandales qui s'enchaînent actuellement révèlent que les membres des conseils d'administration des grandes entreprises ne prennent pas leur mandat au sérieux, laissent faire puis s'en vont lorsque le bateau coule, et ce dans la plus parfaite impunité en exigeant des montants exorbitants de dédommagement. C'est scandaleux et immoral. » Avec une question également, est-ce interdit dans les pays qui nous entourent? Très bien, merci Catherine. Alors, est-ce interdit dans les pays qui nous entourent? Monsieur Kapler, on a là affaire à une... Jean-Jacques Messier se promène toujours dans la nature et jusqu'à présent, on n'a pas retenu pour garder sa responsabilité. Donc, malheureusement, ces cas se sont présentés à répétition dans beaucoup d'autres pays. Ça a commencé aux États-Unis. Oui. Voilà, donc... Non, mais la question, c'est de savoir, on a ici, en Suisse, affaire à un parlement de milices. Et ici, en Suisse, et je crois que c'est une spécificité suisse, il faut le dire à nos téléspectateurs, en France, en Allemagne, par exemple, les parlementaires n'ont pas droit de conserver leur mandat d'administrateur. Ce qui nous fait des parlements de nuque, en quelque sorte, qui sont chartrés, qui n'ont pas d'intérêt à défendre, au moins officiellement. Ça nous donne un parlement comme le nouveau parlement allemand, qui compte une majorité, pas verte, rose, rouge-verte, mais une majorité de 330 fonctionnaires, anciens fonctionnaires, qui ont abandonné pour un certain temps, maintenant pour les 4 ans, leurs fonctions, qui sont parlementaires. Et il n'y a plus aucun économiste de renom qui peut s'avancer dans ce Parlement, se faire élire, défendre des vues. Moi, je peux répondre parce que je vous réponds pourquoi, M. Kapler, qui ne représente pas le peuple allemand. Moi, j'aimerais que vous répondiez à ma question, M. Muni. Attendez, M. Maillard. Non, mais écoutez, il ne faut pas être membre d'un conseil d'administration pour représenter le peuple. Non, faites une proportion, M. Kapler. Il faut être syndicaliste. Syndicaliste au conseil d'administration, agriculteur. Faites une proportion de
dans la population, vous prenez 100 personnes et vous demandez combien sont membres d'un conseil d'administration. Si vous en trouvez 1 sur 100, c'est déjà énorme. Faites la même proportion dans le Parlement. Vous trouverez dans les partis de droite, et je ne suis pas d'accord de dire que les politiciens sont corrompus. On parle ici des partis... Ça, c'est M. Munier qui l'a dit, M. Maillard. Et si vous regardez, oui, c'est ce qu'on entend trop souvent. On parle des partis bourgeois, on parle des partis bourgeois, eh bien, parce que là, on s'entend plus. 3 élus des partis bourgeois sur 4, au moins, sont dans des conseils d'administration. Ça n'est pas une photographie du peuple, ça. Monsieur Maillard, c'est interdit. En Allemagne, le peuple est interdit de choisir qui il veut. À l'Allemagne, Monsieur Capeller. Il est interdit de choisir Je vais vous qui il veut. répondre, Monsieur Capeller. Pour une raison simple, c'est que quand les parlements, quasiment dans l'ensemble du monde démocratique, payent les gens, ils les payent pas assez. Ils les payent pas assez. Non, ils les payent pas assez en Allemagne. Les bourgeois veulent pas y aller. Toujours sur la monnaie, sur l'argent. Vous retombez toujours sur l'argent, Monsieur Munier. Mais oui, parce que, par exemple, ici, en Suisse, nous, on a proposé que les gens soient, plus des miliciens, soient payés. Et moi, je proposais... de l'argent que les conseils d'administration. On parle bien d'argent. J'aimerais finir. Moi, je propose, par exemple, que les parlementaires aient un salaire de 8 ou 9 000 francs par mois comme un enseignant. Vous proposez un parlement professionnel. Voilà. Mais la majorité de la droite n'en voudrait pas parce qu'ils gagnent 20 à 30 000 francs par mois. Et donc, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est gagner beaucoup plus. Et quand un parlement met tout à coup un salaire à peu près correct pour les parlementaires, c'est vrai que plein de gens ne s'y intéressent plus parce qu'ils s'y intéressent en Suisse, parce qu'ils peuvent toucher des millions. Et c'est ça où il y a, à mon avis, le hiatus. C'est pas seulement la transparence, c'est le fait qu'ici, les gens vont au Parlement pour devenir millionnaires, en tout cas dans certains milieux. Et ça, c'est un scandale. Et il y a un conflit entre l'intérêt public et l'intérêt de ces gens-là. Monsieur Capeller, qu'est-ce que vous diriez d'un parlement professionnel où on réglerait dans le fond ce problème des conseils d'administration? Moi, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens, aussi par exemple un chercheur qui ne veut pas abandonner ses projets. Il y aurait beaucoup de monde, pas seulement des hommes de l'économie, des femmes de l'économie, qui se restreindront et qui ne viendront pas dans un tel parlement. Je pense donc que, d'abord, l'électeur n'a plus le choix qu'il peut avoir chez nous. Et deuxièmement, il n'y a plus une représentativité que le peuple pourrait vouloir. On lui interdit de choisir toute une frange. Et donc, pas seulement des économistes, des gens des conseils d'administration, mais justement aussi un chercheur, un agriculteur et autres, qui ne peut pas abandonner comme ça, pour 4 ans, pour 8 ans, toute une carrière qu'il aime et qu'il veut poursuivre. D'accord. J'aimerais encore passer la parole à Madame Marat, qui représente ici le Parti socialiste vaudois. Finalement, des politiciens coupés de l'économie, est-ce que ce n'est pas un risque? Il y a quand même cet avantage en Suisse d'avoir un lien direct entre le politique et l'économie. Si les politiciens devaient abandonner tout leur conseil d'administration, est-ce qu'il n'y aurait pas ce risque-là? Écoutez, moi je crois que l'économie n'est qu'une réalité, une partie de la réalité des composantes de la société. Je pense justement, puisque nous avons un parlement de milices, que nous avons une chance d'avoir plusieurs corps représentés. Ils n'ont pas besoin d'être dans un conseil d'administration pour être au contact de la réalité, puisqu'ils ont un métier. Et c'est là qu'est la réalité. En plus, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on est censé parler de coupure de nos élus avec le peuple? C'est, par exemple, je vois M. Pascal Couchepin qui propose la LACI, alors qu'aujourd'hui, le chômage augmente. Ça, c'est être coupé de la réalité. Ça, c'est un autre débat, en tout cas. Non, mais c'est un fait. Ou bien, on voit combien de fois est-ce que, actuellement, par la Poste, par la LME, nos conseillers fédéraux ont été contredits parce qu'ils ne sont plus en contact avec la réalité, justement. Donc vous dites quand même les conseils d'administration, ça a du bon alors? Non, justement pas. Ils n'ont pas besoin d'être dans un conseil d'administration pour être au contact de la réalité, puis c'est un parlement de milices. Donc ils ont un métier à côté, ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont très peu d'ouvriers malheureusement, etc. Ils n'ont pas besoin d'être dans un conseil d'administration. D'accord, mais Monsieur Mertz, finalement, votre métier à vous, c'est d'être membre de conseil d'administration, de conseiller des entreprises. Oui, madame. Donc c'est aussi un métier? Oui, je suis membre de certains conseils d'administration et comme ça a été dit de la part de Madame Sommer, je suis d'accord, c'est une question aussi de quantité. On ne peut pas servir deux situations, c'est vrai. Il faut se limiter, il faut se concentrer sur quelques-unes, il faut être efficace, il faut être performant, sinon on ne remplit pas les devoirs. Mais d'autre part, en ce qui concerne le système de milice, je suis contre cela parce que je connais un peu la situation en Allemagne, n'est-ce pas? Tout le monde dans le Parlement de l'Allemagne est lié avec des groupes d'intérêt. Mais c'est des situations, des influences indirectes, invisibles. Tandis que chez nous, les délibérations se font dans le public. Vous avez les procès-verbaux à disposition avec toutes les délibérations, avec les séances de notre Parlement. Tout le monde peut se procurer toutes les informations possibles. C'est un processus tout à fait ouvert, tandis qu'en Allemagne, ça va dans le cachet. Hein.
Ouais, alors j'aimerais bien qu'on évoque cette question fondamentale de la transparence. Donc depuis 85, rappelons-le à l'attention de nos téléspectateurs, les parlementaires fédéraux doivent annoncer leurs intérêts. Il y a donc un registre des intérêts. Vous pouvez consulter notamment sur Internet les intérêts de tous les parlementaires fédéraux. Et normalement, les parlementaires doivent même annoncer les liens qu'ils ont quand ils prennent la parole sur un sujet qui les concerne. Est-ce que ce n'est pas suffisant, Monsieur Muni? Bien non, parce que simplement la loi est très claire. Il faut annoncer leur mandat important. Et le scandale de M. Péterès, quand il a été président du Parlement, c'est que la presse a découvert qu'il avait plein de mandats en dehors, et comme par hasard, des mandats boîte aux lettres, avec des boîtes un petit peu spéciales, Panama et autres. Et ça a choqué beaucoup de gens. Il y a un autre monsieur S, d'ailleurs, qui est au Conseil... Mais il y a un autre monsieur S, d'ailleurs, qui est au Conseil des États, et qui, lui, a 28 mandats. Il n'en a annoncé qu'un seul. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a deux choses. Il y a le minimum... Pour améliorer encore cette transparence. Le minimum, c'est annoncer tous ces mandats. Voilà. Là, nous sommes d'accord avec M. Merz, tous les mandats. Et moi, je rajoute tous les revenus liés à ces mandats. Parce qu'on sait à ce moment-là qui paye qui. On parle bien sûr d'argent, M. Perpénaire. Alors, question à M. Merz, M. Muni. Question à M. Merz. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette proposition de M. Muni d'annoncer aussi votre revenu? Ce n'est pas une question de taille d'entreprise, mais c'est justement une question de quantité. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut laisser tomber cet annoncement. Il faut faire champ ouvert. Mais je ne suis pas sûr que... Avec l'argent? Non, pas avec l'argent. Pourquoi, M. Merz? Non, parce que... Ça améliorerait la transparence. On va distinguer les entreprises qui sont à la bourse, qui sont déjà aujourd'hui obligées à publier ça. Et d'ailleurs, M. Maillard, je suis d'accord avec vous. Il faut d'autres mesures. On va revenir à ce sujet. Parce que là, j'ai quand même une attitude très avec vous. Mais en ce qui concerne les PME et les entreprises de famille, je ne vois aucune raison pour laquelle on devrait faire champ ouvert. Pourquoi? Si c'est une entreprise qui n'est pas à la bourse, qui est une entreprise de famille, PME, indépendante, quelle est la raison pour laquelle on devrait révéler tous les salaires? Quelle est la raison pour ça? Mais pour la simple bonne raison que si vous êtes dans 10 PME, par exemple, de pointe dans une technologie particulière, et puis que tout à coup on découvre que vous êtes un ardent défenseur de cette technologie, et quand on dit, ça c'est aussi une chose importante. Mais ça, on le saurait simplement avec le registre des intérêts. Pas forcément, parce qu'on ne sait pas combien les gens payaient et jusqu'à quel point ils sont payés, mais on oublie simplement qu'on voit, une entreprise, elle a 1 ou 2 représentants, on se dit c'est pas important. Mais c'est des arrangements. Parce qu'évidemment, les gens, après, ils disent, si tu me soutiens dans cette affaire, je te soutiendrai dans des salaires, etc. Et je me rappelle l'histoire des casinos. Beaucoup de gens ont protesté sur les choix des casinos et on a découvert tout à coup que 20 parlementaires étaient payés par les casinos. Oui, mais c'est des entreprises publiques, c'était pas des entreprises de famille, c'était pas des... C'est à nouveau la théorie qu'on prend des gens dans la rue, des politiciens, qu'on leur donne de l'argent, qu'on les retourne, qu'on les fait marcher dans un certain sens. C'est absolument absurde comme théorie. Vous êtes un naïf, M. Kapler, c'est stupéfiant. Mais je vais vous étonner. Moi, je suis... Moi, je suis pour que les sociétés cotées en bourse, on en parlera peut-être encore, publient les émoluments des administrateurs, d'une part, et que pour tous les autres, les registres d'imposition soient publiés et publics. C'est ça. Moi, je trouve le moyen. Moi, je suis de l'avis que les citoyens qui payent des impôts, qui sont imposés dans un pays, ont droit de savoir qui paye quoi. Donc, pas une publication cas par cas avec des choses qu'on soupçonne, mais la publication du registre de l'impôt. D'ailleurs, pour moi, ça va aussi de pair avec le secret bancaire. On a le secret bancaire, mais si on publiait les revenus déclarés, tous les autres peuvent voir. Et là, il y aurait peut-être une certaine délation aussi qui ferait contrecarrer, qui contrecarrerait le secret bancaire. Donc, moi, je pense que la publicité, dans certains cantons, c'est réalisé, dans d'autres pas, la publicité du registre des impôts serait très, très bénéfique. D'accord, on retiendra cette idée peut-être. J'aimerais passer la parole à M. Terretta. Monsieur Terretta, bonjour. Vous êtes consultant d'entreprise. Vous avez aussi rédigé un mémoire de diplôme sur le fonctionnement des conseils d'administration. Est-ce que vous pensez que les politiciens sont de bons administrateurs? Là, vous retournez en fait la problématique en fait, que M. Muni essaie de contrer. Je ne crois pas qu'il faille qu'un politicien ou on nomme au conseil d'administration en fait, des politiciens pour leurs compétences de politiciens, justement. Je crois qu'il faut qu'on nomme au conseil d'administration des personnes qui ont des compétences et qui peuvent les représenter. Dans le postulat de M. Muni, disant que par rapport au Parlement de milice, qu'il était relativement contre et qu'il fallait professionnaliser ceci, je crois que là, on tomberait dans des cas en fait, de corruption très larges, parce qu'on irait acheter les votes à ce moment-là. Donc je ne crois pas qu'un Parlement professionnel soit la meilleure des choses. Par contre, de mettre une transparence
transparence en fait sur tous les mandats. C'est-à-dire que les politiciens affichent clairement tous leurs mandats, mais ça on peut le prendre aussi dans d'autres cas. La recherche et le tabagisme, par exemple, pour vous citer qu'un cas à Genève que l'on a connu il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est vraiment important en fait de le faire. Moi, je crois que les gens, la plupart en fait des politiciens, sont des hommes d'honneur. J'espère, en tout cas, du moins, on peut les considérer comme tels. Si vous partez du postulat qu'ils ne le sont pas, je crois que là, on est mal parti, Monsieur Muni. Alors, Monsieur Muni, j'ai encore une petite question pour vous, parce qu'on n'a pas spécifié que, je crois que c'est dans les statuts de votre parti, des Verts, que normalement vous devez abandonner, enfin vous devez refuser tous les mandats qui ne sont pas publics. C'est exact? Pas dans les statuts, c'était lors d'une assemblée générale. Il a été décidé que nous ne pouvions accepter que, donc on devait de toute façon annoncer tout doit être transparent, les revenus y compris, mais on ne pouvait accepter que soit des fondations publiques, genre la Banque nationale ou une entreprise publique dans un canton où il y a des conseils d'administration, ou alors des entreprises qui sont effectivement liées à votre famille. Vous pouvez avoir à ce moment-là un lien, mais avec annonce chaque fois du gain ou de l'argent. D'accord. Alors avant de passer au téléphone, parce que j'aimerais juste vous poser cette petite question, j'ai vu que Luc Recordon, par exemple, député vert, siège au conseil d'administration de la Banque cantonale vaudoise, gagne 120 000 francs par an. C'est scandaleux, ça, ou c'est pas scandaleux? Justement, là, typiquement, Luc Recordon est élu par une institution publique à une autre institution publique et son salaire est transparent. On sait combien il touche et pour quel travail. Moi, ça ne me pose plus de problème. Mais ce n'est pas ce qui est préconisé par les personnes en face. Nous avons 170 000 des entreprises PME dans notre pays. Et je ne vois aucune raison pour laquelle ceux qui sont dans un Parlement devraient publier leur salaire. Mais Monsieur Maire, ça fait pas de sens. On ne parle pas des entreprises alors, de bourse après, je où on est obligé de faire un rapport Maillard annuel et de publier tous les détails. Et je suis même d'opinion avec vous, Monsieur Maillard, on va peut-être en parler, qu'il faut plus encore. Dans cette direction, je suis d'accord avec vous. Il faut redéfinir ce qu'on appelle la transparence. Alors là, nous avons des lacunes. Certainement des lacunes, mais pas dans les PME, pas dans les indépendants. Je ne voudrais pas que l'État et la publicité puissent se mêler à nos situations privées. Mais vous voyez, Monsieur Mertz, quand vous défendez la participation dans des conseils d'administration pour des politiciens, vous dites, au fond, ils font un travail, c'est un travail comme un autre, pourquoi l'interdire plutôt qu'un autre? Mais être dans un conseil d'administration, pour moi, je n'en ai jamais fait partie, mais j'ai l'impression que c'est un énorme travail. Ça doit prendre un temps fou, on doit pouvoir être dans des fonctions de contrôle, s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, quand on en a 20 ou 30 ou 70, comme on l'a vu avec M. S., comment est-ce qu'on peut administrer 70 entreprises dans un rôle extrêmement important? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on en a, à mon avis, plus que 3 ou 4, ça commence à signifier que ceux qu'on accumule au-delà de la dizaine, c'est plus pour une prestation dans l'entreprise, mais c'est pour la prestation qu'on assure à l'entreprise dans son mandat de conseil national. Et là, on pourrait faire toute une série d'exemples où on a M. Bezzola, par exemple, entrepreneur de construction, qui est président de la commission des transports et qui défend la construction d'un deuxième tunnel dans le Gothard. Vous voyez, il y a toute une série de liens. Moi, je veux bien que tout soit transparent. Mais vous savez, le public, malheureusement, j'aimerais bien que nos débats soient télévisés. Concluez, Monsieur Maillard. Oui, j'aimerais bien que nos débats soient télévisés. Mais le public ne voit pas tout ce qui se passe dans les commissions, ne voit pas tout ce qui se passe au Parlement. C'est pour ça que je pense, mais là, si vous êtes ouvert à ça, il faudra qu'on travaille sur des limitations, des extensions de la transparence, et peut-être qu'on arrivera, au-delà des discours que nous faisons ici, dans le Parlement, à réglementer une certaine chose. D'accord, juste brève réponse avant les téléphones de M. Terretta, spécifiquement sur le nombre de conseils d'administration, vous qui les connaissez bien. Un parlementaire qui a 20 conseils d'administration, il y a beaucoup de radicaux dans le Parlement qui ont 20 conseils d'administration, c'est sérieux ou pas? La réponse, je voulais vous la donner en 2 temps. C'est-à-dire, premièrement, les conseils d'administration d'une entreprise relativement importante, dans les grandes et les multinationales, des études ont été faites aux États-Unis où on considère que le temps en séance, plus la préparation des séances et le reste, représente à peu près 175 heures à 220 heures, ce qui fait à peu près, grosso modo, un mois et demi à temps plein. Donc on voit bien que si vous avez plus d'un certain nombre de mandats, vous n'avez plus le temps en fait, de vous consacrer correctement à votre mandat. Maintenant, les petites entreprises, ça dépend de ce que l'on attend en fait, de l'administrateur. Dans une petite PME de 9 ou 20 personnes, l'administrateur sera là simplement pour contrôler les chiffres, regarder en fait que tout se passe bien. Donc ça dépend un tout petit peu du temps. Je ne peux pas vous répondre, vous dire que les 20 mandats que tel
à... Ça dépend de la taille des Voilà, entreprises. exactement. Par contre, ce que je voudrais apporter, c'est par rapport aux ces conflits d'intérêts qu'il y a. Je crois que dans la plupart du temps, si c'est des personnes d'honneur, ils ont tout intérêt à se récuser, parce qu'autrement, ça peut que leur revenir en fait dessus. Donc là, il y a un point à voir. L'autre point, c'est la procédure de nomination. À l'heure actuelle, on présente des personnes au conseil d'administration et l'Assemblée générale, en fait, les élise simplement. Je crois que là, il faudrait plutôt élire, ou l'Assemblée générale devrait plutôt en fait prendre en compte des profils de compétences qu'une personne. Et là, vous réglez certains cas. On va revenir sur le fonctionnement des conseils d'administration, mais avant, retour au téléphone, Catherine. Alors en tout cas, le climat général ici au téléphone est que les téléspectateurs qui nous appellent refusent la double casquette. Il y a aussi beaucoup de chiffres, gros chiffres qui volent ici et là, et je crois que les gens qui nous téléphonent trouvent ça pas très moral. Et ils disent effectivement qu'ils ont l'impression qu'on fait de l'argent sur les gens qui, eux, travaillent réellement. Ils demandent des sanctions, ils parlent de prison notamment pour les dirigeants qui partiraient, eux, avec des grosses indemnités, ou alors ils demandent que ces dirigeants remboursent de l'argent. Il y a par exemple M. Colli, qui est représentant à Yverdon, qui dit on devrait tout prendre à ses financiers. Quand un petit patron fait faillite, on lui prend tout, jusqu'à sa télévision. Après ça, nous avons également une question alors pour M. Merz, savoir ce que M. Merz pense des indemnités de départ. Est-ce que 8 millions, par exemple, ça lui semble un chiffre convenable? Et une question aussi pour M. Kapler, dont un téléspectateur a évoqué le passé de syndicaliste. Il lui demande alors quelle est la solution. D'un côté, on perd l'argent des assurés, alors que les dirigeants, en plaçant l'argent, eux, ont fait 11 millions de bénéfices. Alors que peut-il répondre à cela? Alors, réponse de M. Kapler. C'est vrai que vous avez un parcours assez particulier. Hein. On vous trouve aujourd'hui très aux côtés de la droite économique et pourtant vous avez été syndicaliste. Qu'est-ce que vous répondez à ce téléspectateur? J'ai toujours dit que je suis archi-libéral, libéral radical. Les gens ont été un peu frissonnés, mais j'ai toujours maintenu ça. Moi, je pense, et j'ai été d'ailleurs envoyé par l'Union syndicale dans 5 conseils d'administration. Pour représenter l'union syndicale. Que j'essaie de bien et vous faire. gagnez beaucoup d'argent, voilà. Non, j'ai pas gagné. D'ailleurs, nous, à l'union syndicale, nous avons toujours remis les émoluments à l'union syndicale. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Ensuite, je pense que les conseils d'administration, les conseillers d'administration, doivent être pris par leurs responsabilités. S'ils agissent mal, s'ils causent des pertes liées à des licenciements, par exemple, mais s'ils causent des pertes à la société, il doit y avoir une responsabilité personnelle avec leur fortune. D'ailleurs, ça existe, mais c'est rarement exigé par les instructions judiciaires qui suivent une débâcle. Il y a aussi très peu encore, je crois, aucune condamnation sérieuse du délit d'initié en Suisse. Qui a été faite. D'ailleurs, ça se remarque sur les autres places financières à Londres, etc. On remarque la Suisse qui n'a jamais pu prononcer une condamnation pour délit d'initié. Donc, moi, je pense qu'il doit y avoir une certaine liberté dans les entreprises de rémunérer les gens, mais il faut avoir la responsabilité, même sanctionnée par la juridiction, si ces gens agissent mal, s'ils enfreignent les règles. Donc vous dites revoir la législation pénale et avoir des sanctions. Ça existe déjà. Non, c'est pas revoir tout à fait la législation pénale, mais exécuter. Il faut avoir une persécution judiciaire qui mérite ce nom, qui établit les dossiers rapidement et qui sanctionne. Donc vous pensez que la législation actuelle est suffisante? On pourrait, par exemple, donner aux actionnaires le droit, avec beaucoup moins de capital qu'ils représentent, de demander, par exemple, un contrôle, de demander la révocation, de demander, par exemple, d'autres candidats, etc. Là, il y a une très grande exigence de capital qu'il faut représenter pour le faire. Voilà. Mais pour le reste, c'est une affaire du manquement de la juridiction en Suisse. D'accord. Donc, Monsieur Muni, sur cette question des sanctions, des managers sans scrupules. Brièvement, 2 choses. Ça va dans le même sens. Sur les hommes d'honneur, je souligne juste que lorsqu'il a été question du 2e pilier, il y a 20 personnes qui appartiennent aux compagnies concernées par le 2e pilier et je n'ai pas remarqué qu'elles se sont abstenues lors moment du vote alors qu'on parlait d'un certain nombre de mesures. Donc vous ferez votre propre religion sur l'honneur de ces gens-là. Sur la question concernant la poursuite, eh bien justement, il y a plusieurs articles qui sont parus dans la presse récemment. J'ai sorti un document où on a baissé dans des proportions extrêmement importantes les moyens du département de justice et police de poursuivre toute une série de scandales ou toute une série de manœuvres, notamment ça va jusqu'au blanchiment d'argent sale, ce qui ne concerne pas notre débat d'aujourd'hui, le crime organisé et tout ça. Et qui c'est qui a choisi ça? De nouveau, c'est la droite du Parlement. J'espère bien la réintroduire, qu'on réintroduise ces millions qui ont été élevés à ça. Mais ça montre bien qu'il y a une cohérence générale et qu'on ne veut pas, en Suisse,
punir les gens qui dérapent. Monsieur Merz, j'aimerais bien que vous réagissiez aux propos de monsieur Couchepin qui dit qu'il faut introduire on m'a posé nouveaux... une question quand même. D'accord, répondez, puis après, tout à fait. Répondez, puis après, on reviendra sur à cette Couchepin. question. Il ne faut pas confondre deux choses. Je crois que 98% des entreprises suisses, les PME notamment, sont plus ou moins bien gérées. Naturellement, il y a un proverbe allemand qui dit, ou un rapport, il y a des copeaux. N'est-ce pas? Tandis que les 8 millions dont on parle, c'est des exceptions. Et je crois que 8 millions de salaires pour moi... Donc 8 millions d'indemnités de départ, c'est suffisant? Non. Pour moi, c'est inacceptable. Parce que moi, j'ai de la peine à accepter ça. Pour ça, il n'y a pas de marché. Je crois que quand même, le salaire devrait être en fonction avec un marché salarial. Et ça, c'est trop. Mais quand on parle de la transparence, justement, les actionnaires devraient avoir les possibilités, lors des assemblées générales, à fixer les salaires des supérieurs et les indemnités. Ils incluent les bonus et tout ça. Avec ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que ça devrait être ça doit faire partie d'un nouveau pacte de confiance qu'il faut établir. Et nous devons... Monsieur Merz, vous dites 8 millions, c'est trop. Est-ce qu'on peut connaître vos rémunérations de conseil d'administration? On m'a posé la question de Helvetia Patria. J'ai dit c'est 200 000 par année. Eh bien, j'ai beaucoup de séances, j'ai beaucoup de préparatifs, j'ai beaucoup de responsabilités. C'est quand même une fortune de 23 milliards de francs suisses. Et c'est une assurance en bonne santé. Et c'est quand même... C'est pas rien, non? Et puis, on n'a pas eu des scandales, pas du tout. Les salaires de nos supérieurs ont toujours été publiés dans le rapport annuel. On n'a pas eu le problème de Rentenanstalt. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici. Sinon, je n'aurais pas accepté votre gentille invitation. Pour revenir aux propos de notre gentil ministre de l'économie radicale, Pascal Couchepin, qui dit qu'il faut introduire de nouveaux délits, par exemple au niveau des abus de biens sociaux. Je crois que ça n'existe pas en Suisse. Est-ce que vous pensez que là, il faut véritablement des sanctions plus sévères pour ces managers qui gagnent des millions, 3,2 millions, par exemple, pour l'ancien directeur général de la Rentenanstalt, M. Chlapowski? Bon, je doute un peu, parce que je crois qu'on devrait commencer avec le concept de la bonne gérance ou bonne conduite de l'entreprise, ce qui a quand même été établi maintenant. On devrait ajouter ce que j'appellerais un pacte de confiance, incluant toutes les questions qui ont été discutées à un niveau supérieur des entreprises de grande taille, concernant les valeurs dans le sens large du terme. On devrait peut-être même établir un certificat pour les grandes entreprises qu'il s'agisse de cette manière. Et si on devrait faire de la législation, je doute un peu encore. Je suis pas encore décidé. Ce qui existe actuellement est suffisant, vous dites, Monsieur Merz? Je dis pas que ça suffit. Tout à fait concret. Mais pour 98% des entreprises, il ne faut pas faire des réglementations inutile. Il faut se concentrer sur les 2%. Voilà. Mais prenons l'histoire simplement de la Rentenanstalt, où on a demandé une baisse de 4 à 3, finalement 3,25% du rendement des capitaux des assurés. Pendant ce temps-là, la direction s'est fait des rendements de 300%. De 300% en utilisant en partie l'argent de la Rentenanstalt, puisqu'ils l'ont mis dans des sociétés dont les actions sont montées. Ils ont revendu au moment où l'action avait monté pour prendre l'argent et ils ont laissé l'argent. Si ça, ce n'est pas du vol, ce n'est pas du vol et de la corruption grave. Je ne sais pas ce qui est du vol en Suisse. Moi, je dis simplement, ces gens-là ont fait un hold-up sur plusieurs centaines de milliers d'assurés. Et ces gens-là s'en sont mis plein les couilles. Ces gens-là devraient dormir en prison tous ces soirs. Je ne vais pas vous contredire, mais il faut peut-être Monsieur Merz, une question très précise. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Chlapowski, puisque vous m'avez corrigé, devrait faire de la préventive, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut voir un peu le développement, n'est-ce pas? Dans les 80, 90, où tout allait bien, on avait de la croissance, des salaires, de l'économie, tout le monde était d'accord en disant que les chefs aux étages supérieurs peuvent gagner un peu plus de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. La vie se tourne de l'autre côté et les gens ne comprennent plus, moi inclus, qu'il y a des gens qui gagnent autant d'argent
sur le dos des ouvriers. Je ne suis pas d'accord avec ça et je crois que c'est pour ça qu'il faut rétablir un pacte de confiance. Ouais. Alors, sinon, on perd la confiance dans notre industrie. Et ça serait pour notre pays, ça serait une catastrophe. Monsieur Maillard, j'ai une question précise. Excusez-moi, Monsieur Merz faisait référence à ce fameux code de conduite qui existe depuis juillet, je crois, un code de conduite donc, qui a été mis sur pied par Économie Suisse et qui prévoit toute une série de règles pour la bonne gouvernance d'une entreprise, qui introduit notamment des éléments d'éthique et de morale. Alors, est-ce que c'est suffisant d'après vous? Bien sûr que non. Vous savez, même la mafia a un code de bonne conduite. Ça n'empêche pas de faire des pratiques illégales. Je ne dis pas que l'économie suisse est mafieuse, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, un code de bonne conduite, ça n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est des règles. Là-dessus, je vois que M. Couchepin, qui vole au secours du bateau radical, lance des idées. J'aimerais bien que ce ne soit pas que des idées et qu'elles soient reprises dans le Parlement. L'emploi fictif. M. Gutzwiller reçoit 120 000 francs par année du Crédit Suisse. On ne sait pas exactement pour quoi faire. Ça, dans un certain nombre d'autres pays, ça s'appelle un emploi fictif ou un abus de bien social. L'abus de bien social doit être poursuivi. Alors, précisez, Monsieur Maillard, simplement que Monsieur Gutzwiller est sur le Advisory Board, donc le conseil consultatif, finalement, du Crédit Suisse, où on trouve de très nombreux parlementaires. Voilà, et on ne sait pas exactement pour quel type d'activité. Donc, vérifier qu'à chaque salaire versé par une entreprise correspond une activité réelle, c'est un moyen de vérifier qu'on n'est pas en train de parler d'une corruption. Parce que s'il n'y a pas d'activité, ça s'appelle de la corruption. Deuxième chose, c'est un des thèmes, à mon avis, très importants qu'il faudrait introduire ici. C'est comment sont financés les partis politiques et les campagnes des candidats aux élections. Moi, je suis président de parti. J'ai eu une ou deux fois des entreprises qui m'ont approché en me disant on aimerait bien vous faire un petit geste. Au Parti socialiste vaudois, c'est refus total. Nous n'avons pas un franc qui vient d'une entreprise privée. Et nos candidats n'ont pas le droit de faire des campagnes personnelles. J'estime que c'est le minimum pour garantir l'indépendance des élus, parce que nous avons des décisions à prendre, que ce soit dans les législatifs et encore plus dans les exécutifs, sur un certain nombre de soumissions de travaux. Et si on doit son élection à un don, et l'ensemble des partis de droite dans ce pays reçoivent des dons des entreprises, les banques suisses payent le parti radical, vous le savez, M. Merz, eh bien, quand ces entreprises ont payé, ensuite le parti, qui sait que sa prochaine campagne électorale dépend du fait que l'entreprise repaye, va avoir un certain nombre de comportements dans les lieux de décision et dans les lieux de pouvoir, dans les attributions aux entreprises, beaucoup plus importants. Et je trouve que ça, c'est un des thèmes. Interdisons le financement par les entreprises, les dons des entreprises aux partis politiques. Je ne demande pas un financement public. Pour moi, les partis peuvent se débrouiller tout seuls, par des cotisations, par les jetons de présence. Eh bien, j'y arrive, M. Merz. J'y arrive, M. Merz. Au Parti socialiste vaudois, nous n'avons pas besoin d'argent de l'État, nous n'avons pas besoin d'argent des entreprises. Par les cotisations et par les prélèvements sur les jetons de présence des élus, nous arrivons à tourner très facilement. C'est exactement ça, l'avantage de la démocratie et de la transparence dans laquelle nous vivons, que M. Maillard peut prétendre ouvertement que le Parti radical est financé par les banques. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il peut le dire. Alors, réponse de M. Merz, est-ce que le Parti radical est financé par des banques? Écoutez, et l'électeur peut choisir. Entre autres, c'est une chose importante. M. Merz vient de nous donner une chose importante. Par la publicité du débat, on a amené une certaine transparence. Et en plus, si le Parti radical veut partir dans l'offensive, il peut publier ses comptes. Il ne doit pas le faire, mais il peut. Et si l'électeur n'est pas content, il ne choisit pas le Parti radical. Donc, il y a là, moi, je pense, dans notre société, contrôle le pouvoir politique et économique très directement par le votant, par l'électeur, le citoyen, et par l'actionnaire, par exemple, dans les sociétés. Et ça doit être rendu plus possible par la transparence, par les moyens à disposition des actionnaires, des citoyens, mais il ne faut pas introduire encore beaucoup de niveaux intermédiaires de contrôle de gens non élus, de gens qui disséminent des supputations. Il faut l'électeur et l'actionnaire et le participant au marché qui déterminent ce qu'ils admettent et ce qu'ils n'admettent pas. Ça fonctionne, c'est transparent et c'est rapide. Monsieur Maillard, encore une petite question. Je crois me souvenir que pour une campagne de votation, je ne sais plus laquelle, le Parti socialiste suisse avait accepté de l'argent d'Économie Suisse. Non, alors moi j'étais un des premiers à m'emporter contre cela. Non, c'est-à-dire que l'Économie suisse a financé un comité de gauche pour une votation sur les soldats armés à l'étranger. Ça a été... Et sur les bilatérales aussi. Ça a été dit. Ça, c'est les campagnes de votation. Je suis aussi partisan que pour les campagnes de votation, où, par exemple, moi, j'ai dû me battre contre, sur la LME, le lobby nucléaire
qui finançait par centaines de milliers de francs, par millions, des campagnes C'était juste pour une dire petite question pour oui, une réponse brève, oui à Monsieur une loi Maillard. écologique. D'accord, bon, je m'arrête. Enfin, D'accord, Monsieur Mersch, je dois mais sur les absolument votations, passer. je suis d'accord avec vous, Madame Marbachi. pour Il le faut deux aussi fois- une transparence des financements privés, pour quel que soit le comité machin qui se crée, une transparence des financements privés et une limitation. Et qu'on ait dans les campagnes de votation un certain équilibre entre les deux camps. Et pas que, comme sur la LME, je dois me battre avec 500 Vous 000 êtes francs. fidèle à votre ligne, Monsieur Maillard. Montant D'accord. l'Union syndicale, après l'élection au Conseil national, a payé quelques notes importantes du Parti socialiste pour les imprimeries. Et pour le Pardon? 2 fois non, au mois de septembre passé, Ouais, voilà. Monsieur Maillard, C'est bien dit. nous n'avions pas L'Union un... syndicale de montant a payé certaines factures importantes d'imprimerie du Parti socialiste après les élections au Conseil Ouais, ça national. doit probablement être dans des proportions sans commune mesure quand je connais la fortune de Mais l'Union voilà, syndicale. Mais c'est du inacceptable. principe, on parle du C'est principe. inacceptable, je suis Mais d'accord. pour le Monsieur 2 Merz. fois non, au mois de septembre, pour l'assainissement de nos finances fédérales, on n'avait pas un sou. On a tout payé. C'est-à-dire, on n'avait pratiquement pas d'argent et nous avons gagné cette votation. Vous parlez des Maintenant, radicaux le 20 septembre passé. Pour le 2 fois non, on n'avait pas de l'argent de la part de l'économie suisse. Rien du tout. On a tout financé ça. Bah, vous voyez, Et vous y on arrivez. n'avait pratiquement rien. Vous voyez, Je vous vous y dis, arrivez. on a D'accord. fait ça avec Alors- 50 000 francs. Catherine, dernier tour du côté des téléphones. Est-ce que le climat général des appels a changé ? Non, le climat est toujours le même. Les gens demandent des sanctions, mais demandent aussi des changements au niveau du système. Par exemple, que les dirigeants, que les membres de conseil d'administration, par exemple, ne reçoivent rien si l'entreprise est coulée. Donc, entreprise coulée égale pas de prime. Et il faut, les téléspectateurs le disent, changer la législation. Par exemple, une loi sur les abus de biens sociaux. Il faut aussi, nous disent les téléspectateurs, que les élus soient clairs sur leurs revenus, puisqu'ils travaillent au service du peuple. Et pourquoi pas, par exemple, dans les listes électorales, il apparaîtrait quel candidat appartient à quel conseil d'administration pour pouvoir voter en connaissance de cause. Et une question pour M. Merz maintenant, qui émane de M. Franco Cellieu, qui est député radical au Grand Conseil tessinois, et qui demande à M. Merz, qui selon la presse aurait déclaré ne pas être disposé à renoncer à ses conseils d'administration pour assumer éventuellement la présidence du Parti radical suisse. Alors si cela est vrai, permettez-moi 2 questions. Comment auriez-vous le temps nécessaire pour assurer la présidence d'un parti de gouvernement au niveau fédéral? Est-ce que la politique est pour vous quelque chose de secondaire, voire un simple hobby? Question fondamentale, Monsieur Merz. Cette question est bien justifiée. C'est justement le dilemme dans lequel je me trouve pour faire mon opinion. Parce que je suis sûr de ce que je fais dans le passé et aujourd'hui. J'en suis convaincu. Et puis, justement, c'est une question de capacité. C'est ce que je viens de dire avant, n'est-ce pas? Il faut être efficace, il faut être performant, sinon on devrait être... En cas de doute, on ne devrait pas accepter soit des conseils d'administration, soit des fonctions. Alors, cette question est tout à fait justifiée et je suis en train de la répondre. Alors, Monsieur Merz, vous êtes actuellement conseiller aux États. Oui, madame. Vous avez 8 mandats dans des conseils d'administration. Vous pourriez être président du Parti radical. Est-ce que tout ça, très honnêtement, c'est possible? Je ne sais pas. Je suis en train de me faire mon opinion, mais je répète ce que j'ai dit tout au début de cette émission. Moi, j'ai été élu par le peuple de notre canton dans une votation assez dure. D'ailleurs, c'était la Landsgemeinde. Et puis tout le monde savait ce que je fais. J'étais tout ouvert avec mes intérêts. Je n'ai rien caché. Et je crois que quand même, ça vaut aussi pour vous, n'est-ce pas? Vous étiez élu par votre canton, par le peuple, par une procédure démocratique. Et je crois à la base de tout cela, quand même, c'est la démocratie qui décide si nous sommes des défendeurs d'intérêts. Alors, j'aimerais une phrase de M. Kappler, après je vais passer la parole au public. Si on regarde les parlementaires, il y a les cumulards aussi de tous les bords, aussi à gauche, il y a des cumulards incroyables. Oh, écoutez, j'ai passé en revue la liste. Du point de vue temps, pas du point de vue non, mais au niveau économique. des conseils d'administration, M. Non, Kappler, excusez-moi, c'est avant tout le Parti Vous avez radical. tenu le discours syndical pendant que vous étiez payé par les syndicats. Vous tenez le discours de la droite parce que maintenant vous êtes payé par la droite. On laisse terminer, M. Maillard, on laisse terminer, M. Kappler. Douzaines de comités, de partis, de sections de partis, de Faites la présidences, comparaison. de Monsieur sections, Maillard. etc.
il y a donc des cumulards, pas dans le milieu économique, mais des cumulards de tous les bords qui multiplient les mandats politiques et semi-politiques au niveau communal, cantonal et fédéral, dans des associations annexes, etc. Donc, bon, j'avais la question, est-ce que vous avez le temps de faire tout ça? Donc, je veux simplement appeler à un certain équilibre quand même. On peut quand même. Moi, très brièvement. Quand j'étais à l'Union syndicale, j'ai eu des dizaines de comités auxquels j'ai participé. On se pose la question, et par exemple chez les Verts, c'est très très mal vu et dans certains cas interdit d'avoir des cumuls de mandats. Donc c'est pas vrai, on s'est posé la question et on a dit non. Donc ne dites pas qu'on ne le fait pas, qu'on réfléchit. Cumul de mandats? C'est-à-dire par exemple qu'on considérait inacceptable qu'un conseiller d'État soit en même temps conseiller national. Il n'y a pas de conseiller d'État qui est conseiller national. Oui, voilà. Nous avons dit non. Donc nous nous sommes posé la question. Ça vous honore, mais c'est une réglementation privée et je suis pour de telles sortes de réglementations, mais pas pour des j'aimerais juste dire une chose, encore une phrase. Puisque M. Metzler est si influent au Parti radical... Monsieur Merz, pardon. Je vous remercie. Madame Metzler est quand même représentante du canton d'Appenzell-Rhodes intérieur, n'est-ce pas? C'est un lapsus. Juste pour dire, j'espère vraiment que quand on votera au moins sur la chose sur laquelle nous sommes d'accord aujourd'hui, ça veut dire sur la transparence de la participation à tous les conseils d'administration, le Parti radical soutiendra. Parce que si le Parti radical soutient avec les socialistes et les Verts, on fait une majorité. Donc j'espère que vous voterez ça et que vous serez à la hauteur de ce que vous avez dit aujourd'hui. J'espère que M. Merz abandonnera ses mandats et deviendra président du Parti radical. Je suis sûr qu'il fera de l'excellent travail s'il a le temps de le faire et s'il abandonne les liens d'intérêt. Il y aura le soutien du Parti socialiste. Il aura le soutien du Parti socialiste s'il abandonne ses mandats. Je tiens M. Merz pour un homme intelligent et j'espère bien qu'il fera le bon choix. D'accord. Très bien. Madame Marat, je voulais vous passer la parole encore. Quand on préparait l'émission, vous me disiez notamment les conseils d'administration d'aujourd'hui sont une sorte de république des copains. On se coopte parmi, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Et vous me disiez, vous, le fait que M. Guérol-Burer ait démissionné du Parti radical... la présidence du Parti radical, c'est peut-être le signe qu'on arrive au bout d'un système, à la fin d'un système. Écoutez, moi, j'aimerais dire que je comprends toutes les questions des téléspectateurs et leur indignation. Je prends un cas vaudois, puisque c'est ce que je connais le mieux. On a un parti radical vaudois qui est effectivement financé, comme tous les partis de droite en Suisse, par des entreprises. Qu'est-ce que je constate ? Qu'à la Banque cantonale vaudoise, dans le conseil d'administration, on retrouvait, il n'y a pas si longtemps, il y a de ça 1 ou 2 ans, M. Yves Christen, qui était président du Parti radical vaudois jusqu'en mars dernier, enfin il y a quelques mois. Bon. Alors, ce même président du Parti radical, financé par des entreprises, doit décider à qui il va distribuer des crédits ou non. Pour moi, ça, c'est une politique de petits copains. D'ailleurs, le titre ne vient pas de moi, mais d'un journal alémanique dominical. Je pense que c'est peut-être la fin, j'espère, et ça, on parlait de sanctions tout à l'heure, c'est que l'électeur qui peut finalement sanctionner ce genre d'attitude. Et voilà, nous, dans le canton de Vaud, les radicaux sans perte de vitesse, j'espère que pour ma part que ça continuera. Voilà, mais c'est ça. D'accord. Monsieur Merz, sur la République des petits copains. Oui, avant, on a parlé de où on rabote, il y a des copeaux. Et maintenant, où on bazote, il y a des copains, n'est-ce pas? C'est un autre phénomène. En effet, dans le passé, il y avait souvent des représentants des banques qui se sont fait élire dans les conseils d'administration pour accompagner les crédits, pour accompagner l'argent. Et c'était faux. Je crois qu'à la fin, on a retiré ça. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus, sauf partiellement avec les banques cantonales, parce qu'eux, ils ont quand même, dans certains cantons, ils ont un mandat économique, si vous voulez, pour maintenir des structures politiques. Là, je peux vous dire que nous... Malheureusement, canton d'Appenzell-Rhodes extérieur, nous n'avons plus une banque cantonale, donc chez nous, ça n'existe pas. Mais dans le temps, il y avait un tel phénomène. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même diminué. Et d'ailleurs, il faut dire quelque chose. C'est devenu très difficile de trouver des membres pour les conseils d'administration qui puissent remplir toutes les exigences des marchés, de la globalisation, des entreprises de grande taille, parce que vous avez quand même besoin de spécialistes, des financements, de la technologie, des marchés, de tout cela. Et ce marché, ce n'est pas un marché très, très, très vaste. Alors ça, c'est devenu un problème, je crois. Monsieur Merz, est-ce que vous seriez d'accord que nous légiférions sur le financement des partis politiques pour interdire ou au moins rendre transparent le financement des partis politiques? Si vous êtes un jour président du Parti radical suisse, vous aurez un rôle non négligeable dans une telle affaire. Est-ce que vous seriez d'accord
de légiférer sur ce point, comme dans d'autres parties, comme dans d'autres pays. Pardon. Écoute, je suis prêt à discuter ça, mais je voudrais le séparer de cette question dont nous sommes saisis aujourd'hui, parce que pour moi, le lien n'est quand même pas sur très les conseils logique. d'administration, là vous déviez un petit peu, Monsieur Maillard, mais Monsieur Kapler, vous me disiez en préparant cette émission, il faut qu'on professionnalise ces conseils d'administration, il faut qu'on soumette au marché les administrateurs. Quand ils font des plus-values, ils ont des bons salaires, mais quand ils font des pertes, il faut aussi qu'ils aient des rémunérations Il doit y avoir plus basses. parallélisme du succès économique ou de la perte économique que causent ces fonctionnaires de la société. Et c'est inconcevable qu'on paye bien quelqu'un qui amène des pertes, ou des pertes plus grandes que la moyenne de la branche. Et c'est inconcevable de lui accorder un bonus de départ. Première chose. Deuxième chose, les actionnaires, eux, doivent s'activer. Et certaines sociétés déjà présentent, par exemple, des dépositaires de voix indépendants de la société, indépendants des banques aussi, où l'actionnaire, avant la votation à l'Assemblée générale, à laquelle il ne peut pas s'y rendre, dépose ses différents choix éventuels sur les questions qui sont à l'ordre du jour. Donc, c'est ça qui doit se généraliser. Et je dois quand même dire que, par exemple, les actionnaires ont quitté en quelque sorte le capitalisme. Les capitalistes ont quitté le capitalisme dans les années 90. Ils ont simplement accepté d'être enrichis par les évaluations en bourse, mais ils n'ont pas participé à la bonne marche des entreprises, ne se sont pas mêlés de la marche des entreprises. Alors, c'est leur faute. Ils ont été bien récompensés par des pertes gigantesques. Donc, c'est aussi un élément très important dans notre système que les gens qui négligent leurs devoirs sont punis directement. Et ça vaut pour l'actionnaire. Malheureusement, ça n'a pas valu pour certains cadres qui ont pu se faufiler. Et ça, il faut corriger. Et toutes les caisses de pension, par exemple, de notre pays, ne se sont jamais activées, pas toutes les caisses sont activées pour demander cette transparence, pour participer au conseil. Alors, réponse de M. Muni, on est à 4 minutes de la fin de l'émission. De beaucoup de gens qui protestent aujourd'hui. Monsieur Muni, soumettre les administrateurs au marché. Mais oui, mais alors, il faut savoir par quoi ça passe. Parce que ça, c'est des vœux pieux. Puis vous en avez plein de gens qui disent ça, puis dans 6 mois, une année, on recommence comme avant. Ça passe par des lois. Ça veut dire qu'à un moment donné, si, parce que vous savez très bien que les actionnaires... Ça passe par des pertes. Non, par des pertes sont pas capables de s'organiser globalement. Pour les petits actionnaires, ils sont incapables de s'organiser globalement pour tout à coup faire échec. On l'a vu ces dernières années. Et je vous dis, ça passe par la loi. Mais vos discours à vous, c'est un peu, nous allons nous-mêmes organiser notre éthique et on voit très bien ce qu'il en est. Elle ne s'organise pas du tout. Et moi, je dis qu'il n'y a qu'un seul moyen de régler le problème, c'est poursuivre les gens qui fonctionnent mal, poursuivre les gens qui volent. Comment concrètement, justement, mettre en application ce que vous dites, Monsieur Kapler? Donc, par ces dépositaires, qu'aussi par la Fondation Ethos et autres ont déjà créé, il y a des dépositaires de voix extérieures aux sociétés qui vont défendre les actionnaires qui se rassemblent. Voilà. Et si les actionnaires ne s'activent pas, ne déposent pas leur voix auprès de ces dépositaires... Donc les actionnaires aussi doivent prendre plus... Ils ont leurs responsabilités. Les caisses de pension, gérées paritairement par les employés et indirectement par les syndicats qui les conseillent, doivent aussi devenir actifs. Ils n'ont pas été actifs, ils n'ont pas participé à la gestion des entreprises. Donc là, il y a un pouvoir de voix très, très important dans ce deuxième pilier qui détient beaucoup d'actions. Donc il y a là un jeu qui a été négligé. Attendez, Monsieur Maillard. Pardon. Juste une phrase, Monsieur Kapler. Si vous avez été syndicaliste de terrain, vous sauriez... J'ai fait des cours pour des membres de conseils de gestion paritaire. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe dans une entreprise qui vient de faire faillite dans le canton de Vaud. Donc on reste sur les conseils d'administration, Monsieur Maillard. Les conseils de fondation de la caisse de pension, on a découvert au moment de la faillite qui était représentant du personnel, il avait été choisi par la direction de l'entreprise. Donc ça, c'est... voilà. Et c'est comme ça que le paritarisme se gère dans ce pays. Pas du tout. Et c'est là aussi qu'il faudrait beaucoup plus de droits. J'ai participé à nombreux cours de formation pour les travailleurs dans la gestion des conseils. Très bien, messieurs, écoutez, on est à 2 minutes de l'émission. J'aimerais encore... Pour qu'ils puissent exercer leurs droits. Très bien, j'aimerais encore vous poser une question à tous, une question très brève qui a trait à un autre sujet d'actualité. Le Parti socialiste suisse a désigné ses 2 candidates pour la succession de Ruud Dreyfus le 4 décembre prochain. Monsieur Merz, pour qui vous voterez? Pour Madame Calmiret ou Madame Ruth Luthy? Comme vous savez, dès le début, j'étais en faveur de Madame Calmiret pour des raisons connues et je reste avec... On dit que vous êtes son meilleur allié dans le camp bourgeois. Monsieur Maillard? Je suis d'accord avec Monsieur Merz. Monsieur Muni? En tant que Genevois, puisque là, il y a un vrai choix de 2 femmes qui ont les mêmes compétences, je vote Genevois, Madame Calmiret. Et Monsieur Kapler, vous ne pouvez pas voter, mais vous pouvez influencer le vote. Moi, je pense ridicule de choisir une personne au Conseil fédéral qui doit ensuite décider
collectivement et qui n'a pas un programme cohérent des partis qui la soutiennent. Voilà, c'est un système complètement aberrant qui ne donne pas de résultat. Vous proposez de changer le système? Ah, tout à fait. Là-dessus, je suis d'accord Très avec bien. M. Kapler. Moi aussi. Très bien, bah, écoutez, ce sera les mots de la fin. On retiendra peut-être un élément de cette émission qui a beaucoup été évoqué, notamment la nécessité d'une meilleure transparence. Apparemment, M. Merz et M. Maillard sont d'accord de travailler ensemble pour peut-être revoir un petit peu la législation sur la question. Merci à tous. Bien sûr. Bon, alors ça fera partie du débat. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dimanche prochain, vous retrouverez Eliane Balive pour un nouveau débat d'actualité, probablement sur un autre thème chaud d'actualité, le plan de restructuration de la Poste. Là aussi, les échanges s'annoncent vifs. Merci à tous et à très bientôt.